retrouve l'invité du premier grand entretien du jour, Joachim Veliokas, directeur de l'Observatoire de l'islamisation. Joachim Veliokas, bonjour. Oui, bonjour Arnaud. L'UOIF semble-t-il trouver un soutien de points et quel soutien en la personne d'Emmanuel Macron? Alors c'est plutôt l'UOIF qui soutient Emmanuel Macron, hein. C'est dans ce sens-là que ça se passe et ce sont des gens très observateurs de la vie politique française et s'ils jettent leur dévolu sur Emmanuel Macron, c'est en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils savent bien que les frères musulmans n'ont pas été désignés comme des intégristes et des ennemis par Emmanuel Macron, à la différence de Marine Le Pen qui appelle à les dissoudre. Et à partir de là, en sachant très bien que les maires qui ont déjà rejoint Emmanuel Macron, je pense à Philippe Sorel, à le maire de Montpellier, socialiste, qui s'est rallié à Macron, qui sera peut-être ministre, lui, il avait autorisé l'ouverture de la mosquée de Mohamed Khatami, qui n'est pas dans l'UOIF structurellement, mais qui diffuse la pensée des frères musulmans et qui avait été assigné à résidence. Donc on voit bien que dans tout l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a eu un laisser-faire à ces organisations islamistes et notamment l'UOIF. Et c'est pour ça que l'UOIF sait très bien qu'ils ne prennent pas grand risque avec un Emmanuel Macron président, qu'ils pourront continuer à ouvrir des mosquées sans problème, qu'ils pourront continuer à ouvrir des écoles, des collèges, des lycées reconnus par l'État. Hein, il y a même Monsieur Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, lui a des très bons rapports avec le lycée UOIF à Lille, qu'il était allé rendre visite d'ailleurs il y a 2 ans. Donc ils savent très bien qu'ils vont pas avoir de problème pour progresser. Donc c'est vraiment ça pointe la faiblesse d'Emmanuel Macron concernant l'UOIF. Alors dites-moi, effectivement, on voit une certaine faiblesse ou tout au moins un certain soutien de part et d'autre. Est-ce que c'est à l'image de ce qu'on peut penser quand on essaye d'évoquer des modèles proches d'Emmanuel Macron? Est-ce que par exemple ce que fait Justin Trudeau, le Premier ministre fédéral du Canada? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut rapprocher Justin Trudeau, qui est un libéral libertaire ultra multiculturaliste, et Emmanuel Macron est vraiment sur cette ligne-là. On se souvient de son voyage en Algérie où il avait dit qu'il fallait favoriser la mobilité géographique des jeunes Algériens en France. Et on sait très bien que l'inverse n'est pas vrai parce que des jeunes Français qui vont étudier ou travailler en Algérie ou aller en vacances, ça n'existe pas. Donc parler de mobilité entre les 2 rives de la Méditerranée, c'était ses propos, évidemment ça sera à sens unique. Et on l'a oublié, mais Emmanuel Macron était allé se recueillir au monument des martyrs du FLN à la gloire de l'armée de libération nationale algérienne, ce grand monument à côté d'Alger. Et les médias n'en avaient d'ailleurs pas trop parlé, mais il faut quand même rappeler que l'ALN, le FLN égorgeait des Européens et si on ne peut pas énumérer toutes les atrocités qu'ils ont commises pendant la guerre d'Algérie, mais je tiens à souligner que dans le rite d'accueil des nouveaux impétrants dans l'armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie, eh bien, un des tests de passage était d'aller tuer un civil, hein, il s'agissait bien de civils européens. Donc, quand on va s'abaisser jusqu'à aller à un monument à la gloire des combattants, entre guillemets, du FLN, eh bien, ça, déjà, ça dénote une complaisance à l'égard de l'islamisme. Et d'autre part, c'est sûr que Emmanuel Macron, avec ses propos sur le voile islamique à l'entreprise, hein, on se souvient, dans un meeting, il avait dit qu'il avait rencontré une jeune femme qui s'était plaint auprès de lui. Il racontait l'anecdote parce qu'elle ne pouvait pas travailler avec son voile islamique. Et elle avait dit que c'était anormal et que ça allait à l'encontre de la liberté du travail. Et donc on voit bien que son ultralibéralisme là se met au service de l'islamisme. Alors dites-moi, Joachim Veliokas, justement, cette volonté d'ultralibéralisme
ou même pour rappeler ce qui se passait au Canada et au Québec avec les accommodements raisonnables, est-ce que ça va aussi dans le sens de, là, par exemple, on sait que Emmanuel Macron a dit encore récemment qu'il était en faveur d'une discrimination, d'une véritable discrimination positive. Oui, c'est vrai, il a parlé de discrimination positive et également dans son programme détaillé sur la laïcité, il dit clairement que les communes pourront aider, faciliter accompagner les constructions de mosquées. Donc les communes auront un rôle de facilitateur. Alors évidemment, il dit à condition qu'elles respectent les règles de la République, etc., pour rassurer les naïfs. Mais il est vraiment dans la même ligne que le gouvernement précédent, c'est-à-dire user avec les collectivités locales que les collectivités garantissent les emprunts et voir des financements aux associations culturelles. Donc ça va vraiment continuer comme avant. Il annonce le programme, hein, il ne s'en cache même pas. Alors justement, Joachim Beliokas, est-ce que l'un des axes clivants pour ce second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'est-il pas justement le rapport de l'un et l'autre par rapport à la défense de la laïcité et à la défense d'une véritable séparation de l'Église et l'État, et de ce fait d'empêcher que les communes ou la loi permettent on va dire à des mosquées issues notamment de l'UEIF d'avoir une emprise plus importante en France? Oui, tout à fait. Je crois que tout le monde a compris la différence entre la conception de la laïcité chez Marine Le Pen, qui, elle, refuse même les subventions des associations à couverture culturelle, mais qui sont en fait religieuses. Et d'une part, donc, cela est toute forme d'aide aux mosquées. Et également, Marine Le Pen désigne bien les frères musulmans comme étant un ennemi, et c'est quand même la plus grande confrérie islamiste du monde, qui est présente sur les 5 continents, et c'est incroyable à l'heure où le terrorisme islamique frappe, à l'heure où les frères musulmans en Égypte commettent encore des exactions, et d'ailleurs un des auteurs d'un attentat contre une église en Égypte il y a quelques mois avait des liens clairs avec la confrérie des frères musulmans, et notamment avec ses hauts cadres dirigeants. Donc c'est vraiment incroyable de dire je veux lutter contre l'intégrisme islamique et ne pas pointer les frères musulmans qui progressent. Et je tiens à rappeler que nombre des dirigeants, des responsables de l'UEIF disent clairement qu'ils sont des frères musulmans, il faut le rappeler, parce que leur pirouette aujourd'hui, étant donné que cette organisation des frères est grillée, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, dans les médias, eux, leur pirouette, c'est de dire non, nous ne sommes plus frères musulmans. Mais attendez, même le président des frères musulmans de toutes les années 90 jusqu'en 2009, c'était Lajtami Brez. Il était interrogé par le journal L'Expression, un journal algérien, qui lui demandait si l'UEIF c'était les frères musulmans, ou du moins s'ils en étaient proches. Et Lajtami Brez rappelait « Nous sommes des frères musulmans, mais nous ne sommes pas les frères musulmans ». Bon, à admirer la micro-nuance. Tout le monde, à mon avis, doit être fier des frères musulmans, ajoutait-il. Les frères musulmans représentent le renouveau. Nous les connaissons bien. Ils sont le meilleur des mouvements qui existent. Voilà ce que disait le président de l'UEIF, qui d'ailleurs est toujours un des hauts dirigeants de l'UEIF. Et des citations comme ça, on en a plein. Donc c'est évident qu'ils ont des liens très clairs avec cette confrérie islamiste. Et du coup, on peut tout à fait, comme d'autres pays, classer les frères musulmans comme organisation terroriste et dangereuse, et dissoudre l'UEIF, ces 250 associations, et renvoyer chez eux tous ces dirigeants de l'UEIF qui ne sont même pas nés en France. Ces gens-là, parfois, ont été naturalisés, comme Tarek Oubrou, qui est un Marocain, mais on ne sait pas pourquoi il a été naturalisé. Et Lajtami Brez, pareil, il est né au Maroc. Et tous les dirigeants, il n'y en a aucun qui est né en France. On pourrait tout à fait les expulser. Il y a un manque de volonté politique. Et Emmanuel Macron est vraiment le représentant de ce laxisme
qui annonce des jours sombres pour la France pour les prochaines décennies, au rythme où se construisent les mosquées de l'UOIF. Écoutez, Joachim Velliocas, merci pour cet éclairage pertinent sur les rapports particuliers entre Emmanuel Macron et l'UOIF, et à très bientôt sur les ondes de Radio Liberté. Merci Arnaud, au revoir. Vous écoutez bien la matinale de Radio Liberté, et justement pour continuer ce que vient de nous indiquer Joachim Velliocas dans l'entretien qu'il nous a accordé, Thibaut, justement la question c'est Emmanuel Macron a-t-il promis des circonscriptions à des islamistes ? Toujours mal à l'aise et ne condamnant jamais l'appel de l'UOIF à voter pour le mouvement En Marche, les proches d'Emmanuel Macron cachent-ils des promesses faites aux islamistes en vue des législatives ? On se souvient de ses propos tenus en off sur Beurre FM le 14 avril dernier, évoquant Mohamed Saou, son ex-référent du Val d'Oise, ayant posté sur sa page Facebook un slogan islamiste en septembre 2016. « Je n'ai jamais été et je ne serai jamais Charlie ». Emmanuel Macron le défendait, il a fait quelques trucs radicaux, c'est ça qui est compliqué, mais c'est un type bien Mohamed et c'est pour ça que je ne l'ai jamais viré. Le cas de Mohamed Saou est-il un cas isolé au sein du mouvement d'Emmanuel Macron ? Ce candidat à l'Élysée serait-il ou pas dans les mains des islamistes ? Et est-il le candidat préféré des frères musulmans ? Hormis la présence anecdotique signalée de l'islamiste Soufiane Youquessen dans une réunion d'En Marche à Bouchain dans le Nord, alors qu'il soutenait Benoît Hamon. Dans ce qui suit, d'autres cas troublants sont dévoilés. De la commune des Oignies dans le Pas-de-Calais à Bordeaux dans le sud-ouest jusqu'à Mulhouse dans l'est en passant par Paris. Des soutiens d'Emmanuel Macron, des islamistes ou au service de l'islamisme s'appellent Nourdine Aoussat, Rachid Elkeng, Yanis Khalifa, Yaman Mahfoud et la meilleure pour la fin, une certaine Fatima Djen et ses principaux soutiens. Anouar Sassi et Aziz Seni. Par ailleurs, d'autres noms pourraient même bénéficier de l'investiture d'En Marche pour les législatives. Difficile de faire un tour de toutes les circonscriptions, d'autant plus qu'Emmanuel Macron n'a encore révélé que 14 noms sur 577. En attendant, ce qui est certain, c'est que des candidats pour les législatives notoirement islamistes, soutenant Macron ou pas, sont déjà dans les starting blocks. Ici ou là, ils sont jeunes, adultes et s'appellent Yassir Louati, Jimmy Parat, Jamel Oufkir, Hanan Zawani, Abdelkrim Marchani, Sami Deba, etc. D'autres issus du parti islamo-turc, le parti Égalité et Justice, proche de l'AKP, d'Erdogan, pourraient se présenter comme au départemental de 2015.